Bonsoir à tous et merci d'être avec nous encore une fois sur les antennes du groupe Label Média, composé de Label Radio, de Sunu Label, la chaîne au cœur du Sénégal, et de Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, l'émission que nous avons à Tribune du Mardi est une suite de celle de la semaine dernière. Nous allons continuer de voir comment désamorcer cette menace de crise alimentaire qui pointe à l'horizon à cause de la guerre qui a lieu en Ukraine. Vous le savez, les céréales et les engrais sont de plus en plus difficiles à avoir et cela a une répercussion dans les assiettes des Africains. Nous avons des invités qui vous permettront justement de nous faire tendre vers ce que tout le monde souhaite, faire en sorte que l'agriculture ait véritablement sa place et que nous consommions ce que nous produisons et que nous produisions ce que nous consommons. Merci beaucoup d'être avec nous à Tribune du Mardi. Pour Tribune du Mardi aujourd'hui, nous avons trois invités qui vont parler pratiquement de la même chose, mais chacun à partir de son domaine de définition. Première personne que nous allons lancer, c'est Madame Jennifer Serres, qui est productrice, présentatrice d'une émission en Côte d'Ivoire qui s'appelle Braves Paysans. Cette émission s'occupe d'agriculture, de ressources animales et halieutiques. Bonsoir, Madame Serres. Bonsoir, Monsieur Aboké. Comment allez-vous? Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette émission. Tout de suite, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser à ce secteur de l'agriculture, des ressources animales et des ressources halieutiques? Merci beaucoup déjà pour l'invitation et pour le sujet qui est d'actualité et qui est fondamental pour nous, Africains. Je suis Madame Jennifer Serres, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, ambassadrice de l'agriculture. Et je suis investie dans ce secteur d'activité depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Alors, pourquoi je me suis engagée dans l'agriculture? Tout simplement parce que déjà, je suis ivoirienne et vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Et le père fondateur de la nation ivoirienne nous avait toujours enseigné que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc, en tant que telle, pour moi, communicatrice, il était important de mettre l'accent sur la sensibilisation et sur la communication de ce secteur-là qui est le poumon de notre économie, afin que la jeunesse puisse s'intéresser et assurer la relève de nos braves paysans de plus en plus vieillissants. On est quelque peu surpris qu'une jeune femme comme vous s'intéresse à l'agriculture parce que c'est vrai, vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un pays agricole, mais il y a encore beaucoup à faire pour que les jeunes s'intéressent à cette activité. Oui, il y a beaucoup à faire, mais il faut regarder ce qui a été déjà fait depuis maintenant, je veux dire, depuis 15 ans, on assiste à ce changement de mentalité au niveau de la jeunesse. Parce qu'avant, c'était une activité qui était consacrée aux personnes qui avaient perdu tout espoir de réussir dans la société, délaissées de la société, qui retournaient à l'agriculture. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation et l'émission agricole Braves Paysans qui est diffusée sur la télévision nationale, ils ont compris que c'est un métier qui nourrit son homme et qui doivent être fiers de se faire appeler Braves Paysans, parce que paysan, le sens propre du mot paysan, c'est celui qui porte tout un peuple, c'est celui qui porte tout un pays. Donc, ils n'ont plus de complexe à aller vers le secteur agricole. Maintenant qu'on a fini cette première étape, la deuxième étape, c'est de leur faciliter les accès à l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas continuer à utiliser la roue, la machette, comme les anciens. Il faut mécaniser l'agriculture afin de faciliter la tâche à cette jeunesse-là qui a compris que la terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. D'accord, merci beaucoup. On le sait, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de
cacao, mais on sait aussi que ce cacao est vendu pratiquement sans première transformation. Il y a eu quelques tentatives quand même qui ont été qu'il faut relever et on pense que il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Alors on y reviendra tout à l'heure, on parlera avec vous tout à l'heure. Permettez-moi de présenter nos invités sur notre plateau. Nous avons Monsieur Émile Sène qui est membre du bureau exécutif de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre part à cette émission. Vous êtes chargé de la veille concernant l'approvisionnement en denrées alimentaires. Vous vous occupez surtout des coûts et de la disponibilité des produits. Qu'est-ce que ça dit? Tout à fait. Ça veut dire que l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, en accord avec sa mission de défenseur des consommateurs, a mis en place un dispositif de veille sur la consommation, qui consiste à veiller sur les aléas que souffrent les consommateurs. Les aléas, c'est-à-dire? Les aléas, c'est quand il y a une pénurie, quand le prix grimpe d'une façon extraordinaire, et aussi quand la qualité fait défaut. Chaque fois que ce phénomène se présentent sur le marché, les points focaux qui sont à travers tous les départements du Sénégal rendent compte à leur tutelle et on fait appel à qui de droit. Tout de suite, j'ai envie de vous demander, que mange le Sénégalais? C'est vrai, à l'heure où nous parlons, le Sénégalais mange pas d'une façon, j'allais dire, assez bonne, dans la mesure où tout ce que nous consommons, du matin au soir, est lié à l'importation. Ah. Ce sont des produits importés. Alors, ça s'agit de quoi? Le matin, c'est le pain, essentiellement. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas. Le pain de blé, maintenant il faut qu'on commence à préciser. Le pain de blé, tout à fait, que nous consommons, que tous les Sénégalais consomment, autant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et à midi, c'est le riz, qui majoritairement... Le fameux tchèp. Le fameux tchèp, tchèboudjon, vous devez savoir, qui est majoritairement importé. Et le soir aussi, c'est souvent, pour la majorité des Sénégalais, encore des Sénégalais moyens, le riz peut être préparé d'une autre façon. Et si ce n'est le riz, c'est quelque chose qui vient et qui demande encore le pain de blé. Ok, il faut dire que l'État sénégalais se débat quand même pour tendre vers l'autosuffisance en matière de riz. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas surtout encore... dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est vrai qu'on parle de l'autosuffisance en riz au Sénégal. D'ailleurs, les objectifs étaient fixés en 2017. Et jusqu'au moment où nous parlons, les importations n'ont pas cessé. Et la majorité des Sénégalais consomment du riz importé. C'est pourquoi, d'ailleurs, les consommateurs que nous sommes, autour de leurs responsables, sont en train de sensibiliser pour actionner deux sortes de leviers. Augmenter la production en riz local, l'améliorer au plan de la qualité pour qu'il soit adopté par la majorité des consommateurs. De l'autre côté aussi, permettre au Sénégal de réduire sa dépendance vis-à-vis du riz même. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les habitudes culinaires du Sénégal ont migré vers ce riz. Autant, quand nous étions jeunes, ce n'était pas du riz qu'on mangeait tous les jours. C'était plutôt le maïs. C'était des repas préparés à base de céréales locales. Le mil souna, le maïs, le sorgho, le niébé, l'arachide. Tous ces produits constituent à eux seuls des plats que nous avons pris l'habitude de consommer il y a longtemps. Mais maintenant, les choses ont changé. Ok. Et ce n'est pas toujours très heureux. Alors, on reviendra à tout cela tout à l'heure. Maintenant, je vais présenter notre troisième invité, M. Amadou Gaye. Vous avez deux casquettes aujourd'hui à cette émission. La première, c'est en tant que boulanger. Boulanger promoteur d'un pain, j'allais dire nouveau,
Et puis la deuxième, c'est que vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Alors, vous avez entendu Madame Serres en Côte d'Ivoire, vous avez entendu Monsieur Sen ici. Pardon. Vous sentez-vous interpellé? Tout d'abord, merci de cette invitation. Donc, Sous nos labels, une télévision panafricaine. Aussi un bonjour à Monsieur Sen et Madame Serres depuis la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le savez, hein, il faudrait quand même le changement de mentalité des Africains et d'actualité. Et il faut quand même qu'on commence à changer de paradigme pour aller vers l'essentiel. Et en Afrique, en Afrique de l'Ouest, nous avons tellement de ressources agricoles qui peuvent nous faire vivre. Mais il faut comprendre aujourd'hui ce que j'ai dit tantôt, que nous sommes des pays colonisés. Mais aujourd'hui encore, nous sommes toujours colonisés par notre ventre. C'est-à-dire que nos ventres sont toujours colonisés. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est l'export, c'est l'importation. Donc la colonisation est en train de continuer. Et pourtant, toutes les ressources agricoles sont là. Et halieutiques. Et si vous prenez le cas du Sénégal, toutes nos ressources halieutiques sont allées vers l'export. Aujourd'hui, avoir le prix du poisson, c'est excessivement cher. Vous voyez, ça pose problème. Vous voyez nos céréales, comme pendant le maïs, par exemple. Mais on importe du maïs, ce qui est inacceptable. Et pourtant, si vous prenez les chiffres, en 1979, par exemple, le Sénégal avait, par exemple, en termes de mil, plus de 1 million de tonnes en termes de mil. Et on n'était même pas 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 17 millions d'habitants, on ne peut même pas avoir 400 000 tonnes pour le mil. Ça pose problème. Donc, nous sommes interpellés, nous les Africains. Et c'est pourquoi nous, en tant que boulangers, qui a eu d'expérience, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire aux Sénégalais un message. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, le résultat peut-être c'est dans 10 ans. Il faut aujourd'hui que nos consommateurs changent, qu'on arrête la colonisation au niveau de nos ventes. Il faudrait que nous changer les habitudes. Changement habitude totalement alimentaire. Parce que, vous savez, moi j'aime bien, comme par rapport au pain, le système anglo-saxon, en termes de pain. Aujourd'hui, avec le pain, par exemple 100% blé, mais les consommateurs nous exigent une baguette française. Or, si nous allons vers... Le goût, la forme, la couleur... La baguette, la couleur, tout ça. Ouais. Mais si nous allons vers une autre forme de type pain anglo-saxon avec des toasts, tout ça, mais nous pouvons incorporer beaucoup plus de nos céréales, à 50-60%, voire même des pains 100% sans gluten. Parce que l'autre jour, dans mon laboratoire, j'ai fait du pain et je suis en train de vendre du pain uniquement du manioc et du riz. Ah. Uniquement pain, manioc et du riz. Mais là, il faut le faire en termes de toast. Mais est-ce que vous, les consommateurs, vous êtes prêts à accepter ce système de pain qui est 100% local? Est-ce que vous acceptez en termes de toast? Vous avez l'habitude, vous êtes colonisé, je disais tantôt. Vous avez l'habitude toujours de prendre le pain avec une baguette, vous mettez votre beurre, tout ça. Les habitudes dans la peau dure. Voilà. Donc aujourd'hui, il est temps que la communication, c'est pourtant, je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir en Côte d'Ivoire ce système, une émission dédiée uniquement à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le moteur de développement. Il faut quand même que nos dirigeants le comprennent ainsi. Ce n'est pas de l'agriculture business, ce n'est pas faire du folklore. Ça, il faut qu'on arrête de nous leurrer, nos dirigeants parfois. Parce que tu vois, vous voyez, beaucoup d'organismes internationaux ont mis beaucoup d'argent au niveau de l'agriculture, pour le développement de l'agriculture. J'en connais. Mais malheureusement, si on donne par exemple 20 millions de dollars, sachez que presque les 15 millions de dollars, c'est pour les frais administratifs. Est-ce que ça pose problème? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut que nous changeons. Donc, voilà en fait, encore pour ce qui nous concerne, la boulangerie, nous sommes en train de mettre en œuvre une nouvelle politique de communication pour pousser les Sénégalais à changer, ce qui va nous permettre d'augmenter la richesse. Parce que moi, imaginez, je suis allé jusqu'aux États-Unis,
pour mieux apprendre comment incorporer le mil jusqu'à 70%. OK. Donc ça pose problème. Et donc il faut être... On va y revenir. Ces Américains-là l'acceptent. À Washington, par exemple, dans une boulangerie que j'ai fait, par exemple, pendant une semaine. On va y revenir. Comme je le disais en début d'émission, cette émission-ci est la continuité de celle de la semaine dernière. Alors, de plus en plus, on parle de menaces de crise alimentaire. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de menace. Est-ce que vous sentez qu'il y a une menace en tant que boulanger? En tout cas, pour le blé, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour le Sénégal, je veux dire, 51% des importations du blé viennent de la Russie. Les 6% viennent de l'Ukraine, les 35% viennent de la France, le reste c'est États-Unis, Canada. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec cette guerre, si ça continue, vous voyez, l'année prochaine, je pense que la récolte ne sera pas bien. Il faut quand même qu'on fasse des choses extraordinaires pour que la France puisse faire une production de plus de 70 millions, 80 millions de tonnes pour qu'on puisse donner ça à l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on aura une crise mondiale pour le blé, si on a même... Est-ce que ça va véritablement nous toucher parce que... Non, ça va forcément nous toucher parce que les Sénégalais ne sont pas encore prêts à changer d'habitude alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire. Soit le prix du pain, la baguette française, coûte très cher, il faut qu'on l'accepte. Soit on accepte de produire, de faire nos céréales locales pour faire du pain. Donc cette crise va l'avoir parce que bientôt, le Sénégalais, aujourd'hui, pour vous apporter information, le prix de la farine au Sénégal, aujourd'hui, on est à 19 800. C'est moins cher que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et c'est 0% TVA. Et pour le blé, c'est 0% en droit de douane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a épuisé toutes ses recettes fiscales, a renoncé à toutes ses recettes fiscales pour essayer de maintenir le prix de la farine à 19 800. Malgré cela, les cours mondiaux du blé ont fortement augmenté. Le Sénégal a décidé de dire à 350 € la tonne en décembre 2011. Aujourd'hui, nous sommes à 500 € la tonne pour le blé. Et là, le Sénégal a décidé de subventionner ces différentiels, qui est de 150 € présent. Mais comment un État peut accepter aujourd'hui? Et ça a un coût. C'est un coût de donner plus de 15 milliards CFA tous les 3 mois à des industriels monitorisés pour uniquement fixer le prix. Et le président de la République, quand il est allé en Ukraine, il a bien dit que ça ne peut pas continuer. Ça veut dire quoi? Il faut s'en dans quelques jours, peut-être quelques mois, que cette subvention saute et les prix flambent. Et d'ailleurs, les prix... Ou bien qu'on réoriente cette subvention. Il faut qu'on oriente alors cette subvention vers l'agriculture, par exemple. Ouais. C'est ça la réalité. Comment on peut vers la recherche pour augmenter les taux, les rendements à l'écart de tous nos céréales. La recherche doit travailler, n'est-ce pas? Il faut qu'on donne aux Sénégalais les terres, aux vrais Sénégalais, je veux dire, aux vrais paysans en réalité, qui vont cultiver nos terres pour augmenter nos surfaces à cultiver, mais surtout pour qu'on puisse avoir des rendements très élevés. Il faut comprendre, quand je dis le pain, moi, aujourd'hui au Sénégal, nous importons plus de 800 000 tonnes de blé. C'est pourquoi je disais... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards, c'est des milliards. Donc essayons d'orienter. On ne peut pas changer la mentalité de ces consommateurs du tic au tac, mais on peut d'ici 10, 15, 20 ans changer nos mentalités. Ouais. Parce que les importations du blé au Sénégal, d'ici 2050, vont tourner vers de 3 millions de tonnes de blé à importer. Et pourtant, nous avons nos ressources ici. Et il faut quand même... Malheureusement, je me plains chaque fois de nos États, de nos politiques agricoles. C'est ça qui pose problème dans ce pays-là, dans nos pays. Parce que je pense que d'ici quelques années, si cela continue, le prix de la baguette française que vous voulez, vous allez l'acheter à 1000 francs. Est-ce que c'est tenable pour vous? D'accord. Voilà. Alors, direction à nouveau Abidjan pour retrouver Madame Jennifer Serres. Dites-nous, quelles sont les principales cultures agricoles? Surtout les cultures vivrières, celles qui nous concernent aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir une terre très, très fertile. Donc, tout ce qui est culture de rente ou culture vivrière pousse sans problème sur nos terres. Et là, nous avons même expérimenté la pomme de terre et le raisin. Vraiment, tout pousse en Côte d'Ivoire. Tout pousse. La banane, l'igname, le manioc, tout pousse en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le tout n'est pas de faire pousser, mais l'essentiel est de transformer.
Je voudrais saluer l'intervention des autres invités sur le plateau. Monsieur Gaye et Monsieur Sen, oui. Gaye et Monsieur Sen, vraiment soyez salués parce que je sens que c'est des acteurs de terrain. Pour l'expérience que j'ai à la matière, quand vous avez affaire à des personnes de terrain, vous allez droit au but. Ce qu'il faut corriger pour que nos pays sortent de cette dépendance. Parce que moi, je le dis, on ne peut pas dire qu'on est un peuple indépendant et puis dépendre de l'extérieur pour nous nourrir. C'est paradoxal. Alors dites-nous, vous sentez qu'il y a une menace avec ce qui se passe en Ukraine? Y a-t-il une menace? Je sais que les Ivoiriens également mangent beaucoup de pain. Exactement qu'il y a une menace. Le directeur exécutif du programme alimentaire mondial PAM, l'a dit. Il y a une menace. Et il faut, généralement, on attend toujours les situations de crise pour prendre des mesures. On n'essaye pas de prévenir. Alors que ça nous reviendra moins cher de commencer maintenant que d'attendre qu'on soit confronté à des situations d'urgence. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette guerre en Ukraine, finalement, n'est pas... Bon, on met de côté l'aspect humain, tous ces morts, toutes ces destructions, mais est-ce que finalement, cette guerre ne doit pas faire du bien aux pays africains? Une guerre, c'est pas quelque chose déjà... Oui, ça c'est l'aspect humain, les destructions et tout ça, on met ça de côté. Mais finalement, est-ce que c'est pas une opportunité pour les pays africains de revoir leur politique agricole? C'est-à-dire, à partir de ce qui se passe en Ukraine, on doit comprendre qu'il n'y a pas un élément plus essentiel que notre consommation. Un peuple qui n'est pas un peuple libre. Et ici, en Côte d'Ivoire, avec les organisations professionnelles, en tant que secteur privé, j'essaye de les former dans le domaine de la transformation. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est du biscuit de banane. C'est fait ici par des jeunes Ivoiriens pour dire qu'on a pendant longtemps consommé des biscuits. Vous avez dit quoi? Des biscuits de banane. Oui. À base de banane. Exactement. Biscuits à base de banane. Donc, la petite transformation, on commence déjà comme ça avec les goûters des enfants. Il faut habituer nos enfants à consommer ce que nous produisons sur place. Donc, vous avez ça, la noix de cajou, vous savez déjà que nous sommes le premier pays producteur déjà au plan mondial et nous avons une meilleure qualité de noix de cajou. Donc, nous avons déjà commencé également au niveau de la distribution des petites organisations professionnelles, notamment de femmes. Nous les encourageons à profiler, on va soigner l'emballage pour qu'on puisse retrouver ça partout dans les grandes surfaces et même au-delà de la Côte d'Ivoire. OK. Alors, question importante. C'est vrai que vous avez posé la question de la transformation des produits, mais avant, comment passer à une production véritable de masse? Tout à l'heure, M. Sen a dit que le Sénégalais mangeait beaucoup de riz. M. Gaye, le président des boulangers, a confirmé que les Sénégalais mangent également beaucoup de pain. Comment contrebalancer cela par une production au plan local? Vous qui êtes sur le terrain. Oh là là, je ne sais pas si vous m'entendez. L'image s'est bloquée. C'est l'occasion pour nous, je reviendrai tout à l'heure à vous, M. Sen, mais c'est l'occasion pour nous de faire appel à une dame d'origine sénégalaise qui prend la parole quand elle veut et qui dit un certain nombre de choses importantes. Et nous avons décidé aujourd'hui de lui permettre d'intervenir dans cette émission. C'est Fatou Diom qui parle des problèmes de transformation des produits africains. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Oui. Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. On parle toujours, depuis l'Afrique, quand on est en Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous, en Afrique, nous étions soudés, s'il y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix? Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière, séparée des autres pays.
C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Donc, chaque pays va signer, ce qui les affaiblit. Donc, oui, ceux qui exploitent l'Afrique ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas des complices locaux qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famine. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces. Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continueront à jouer leur match individuel à leur propre détriment. Donc, il faut à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voix. Donc, du coup, c'est un monde où l'Afrique est là comme une réserve disponible pour ceux qui peuvent utiliser ces ressources. Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain? Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. C'est toujours, ce sont ce que vous dites, impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Oui. Et puis derrière les villages de Niamey, on allume de la bougie. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Oui, c'est ça qui... j'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. Ce café qui vient d'Afrique. Le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas? Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe? C'est d'avoir aussi pu transformer ces produits locaux. On va me dire la colonisation. Oui, je le sais. Il y a la colonisation. Oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite là, hic et nunc, utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Voilà, je pense que c'est clair, hein. Tout a été dit et il y a tout dans ce qu'elle a dit. Manque de cohésion entre les différents dirigeants africains et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse consommer local? Vous avez dit, vous êtes chargé de la veille et de la veille de l'approvisionnement en denrées alimentaires. Et vous faites de la consommation locale, en tout cas de la disponibilité des produits locaux, votre cheval de bataille. Est-ce que vous sentez que vous avancez? Oui, c'est vrai que quand j'entends M. Gaye parler de cette innovation par rapport au pain, il y a des choses que j'apprends ici au plateau. De toute façon... Et ça, c'est pas normal. De toute façon, mais ce n'est pas sa faute. L'union des consommateurs. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une volonté politique qui doit accompagner ce genre d'initiative. Vous savez, vous êtes dans une position qui est telle que vous devez donner l'alerte. Justement, l'alerte que nous donnons et que nous pouvons donner, c'est de faire en sorte que le producteur oriente sa préférence, le consommateur oriente sa préférence vers des produits locaux. Mais pour cela, il faut une certaine accessibilité. À quoi? À ces produits locaux. Oui. Ce pain dont vient de parler M. Gaye, je ne le trouve pas dans mon quartier.
Parce que si je pouvais le trouver, comme je trouve le pain de blé dans mon quartier, dans la boutique ou dans le kiosque d'à côté, ça ne ferait pas de problème. Nous avons avancé par rapport au riz de la vallée. Vous faites la différence entre le riz qui est importé Je et le vous riz donne local? un petit exemple. Il y a 5 ans, j'habite en sortant de Dakar à droite de la nationale. Il y a 5 ans, comme j'étais féru de ce riz de la vallée, je traversais la route nationale pour venir acheter le riz de la vallée de l'autre côté. Quand je l'amenais chez moi, les enfants, mon épouse, les gens étaient un peu réticents par rapport à la qualité. Mais quand ils ont commencé à l'adopter, même quand je ne suis pas là, à la fin du mois, ils vont l'acheter. Mais aujourd'hui, pour acheter mon sac de riz de la vallée, c'est la boutique d'à côté. Le problème ne se pose plus. Ça veut dire que la denrée est disponible. Est disponible. Ouais. Et là, donc, quand on a du riz de la vallée ici et du riz importé, on peut faire le choix. Mais quand on n'a que des produits importés à sa portée, il n'y a pas de choix. Et c'est ce choix, c'est vers ce choix que nous devons œuvrer. Pouvoir public, industriel et consommateur. Alors, quels sont les moyens que vous avez pour interpeller les pouvoirs publics, mais aussi pour faire de la sensibilisation et de l'éducation concernant les populations? Nous y sommes déjà. Ça, c'est un pas. Il est vrai que... C'est-à-dire la presse. OK. La sensibilisation par voie de presse. Ah, mais je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à avoir des représentants des associations de consommateurs. Justement, toutes les associations ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas là le problème. Ouais. D'autre part, nous avons au niveau des départements des points focaux. Chaque fois qu'il y a un thème que nous partageons avec des industriels et les pouvoirs publics, avec quelques petits moyens, on peut servir de relais pour que les gens adoptent cela. Parce que, figurez-vous qu'à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'une cérémonie religieuse, à l'occasion d'une cérémonie familiale, on présente un produit local, porté par l'association des consommateurs, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Dire que voilà, ça, c'est local. Au plan qualité, au plan sanitaire, c'est génial. Goûtez. Okay. Il y a un système de vulgarisation qu'on peut mettre en place. Mais cela... Nous, on vous encourage à le faire. Hein? Mais l'Union nationale, à elle seule, n'a pas les moyens de cette politique. Il faut une jonction de volonté et d'action autour de la promotion de ces produits locaux. Parce que quoi qu'on dise, il a dit la vérité. Si moi, je ne lutte pas avec ma volonté, la colonisation que souffre mon ventre, je ne vais pas promouvoir les produits locaux. Alors, il y a des choses, des fois, qu'il faut dire pour que ça choque, pour que ça percute dans les esprits des uns et des autres. Je prends par exemple le Gabon, je sais que c'est le cas aussi ici. Chaque année, le Gabon dépense plus de 400 milliards en produits divers d'alimentation. Si on calcule, ça fait plus d'1 milliard par jour. C'est certainement un peu plus même ici au Sénégal, et c'est des choses contre lesquelles il faut pouvoir lutter en faisant la promotion des produits locaux. Jennifer Serres, je reviens à vous. Vous nous avez présenté quelques produits. On a envie de savoir, est-ce que les Ivoiriens adhèrent à ces produits-là, sont d'accord pour les consommer et abandonner ceux qui arrivent de l'extérieur? C'est un processus. Je pense que mes prédécesseurs ont évoqué tout à l'heure le besoin de communiquer. Et je me suis rendu compte de cela il y a une dizaine d'années. J'ai décidé donc d'initier les journées nationales de valorisation de l'agriculture. Et cette année, nous étions à la 10e édition l'année dernière. Nous allons dans une ville de la Côte d'Ivoire et nous organisons une grande foire afin que tous puissent venir déguster les produits transformés sur place et prendre les adresses des personnes qui peuvent leur faire des livraisons. Mais l'objectif, c'est de rendre ça un peu plus près, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, des populations. C'est-à-dire la boutique d'à côté, si un enfant a besoin d'acheter des biscuits de banane, qu'il puisse en avoir et ne pas faire des kilomètres et des kilomètres.
Donc tout ça, c'est beaucoup de stratégies, beaucoup de marketing qu'il faut faire autour, parce que la communication est fondamentale et pendant des années, on a négligé la communication agricole. Aujourd'hui, ça s'impose parce que les autres font la pub de leurs produits. Et quand on communique quelque chose, ça donne envie d'aller vers cette chose et de consommer cette chose. Alors, Madame Serres, je reviens sur cette fameuse guerre en Ukraine. Supposons que la guerre, on croise les doigts, hein, on espère que ça va s'arrêter pour qu'il y ait le moins de morts possible, etc. Mais supposons que cette guerre se prolonge et qu'on arrive à des cassures, à des ruptures de blé dans nos différents pays. Qu'est-ce que c'est une aubaine? Moi, je ne suis pas pour que la guerre... Non, j'ai dit, on met vraiment l'aspect humain, humanitaire, tout ça de côté. Voilà. Exact. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de remue-ménage au niveau des prix, parce que les prix ont... Voilà, l'huile de palme coûte cher, le panier de la ménagère est devenu élevé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je leur dis, au lieu de prendre l'huile de palme, qui vous revient cher, on a de l'huile de coco, on a de l'huile à base de beurre de karité, on peut faire du riz avec. Donc, il faut changer notre habitude alimentaire. Donc, au lieu de manger le pain ou le croissant le matin, on peut prendre, comme l'a dit tout à l'heure monsieur de la boulangerie, on peut prendre du pain. On a du pain ici à base de farine de manioc. On a du pain également à base de farine de banane. Donc, il faut qu'on apprenne à consommer ce que nous produisons localement. Parce que la crise perdue, on n'aura pas d'autre choix, mais on va encore dépenser plus parce que là, on n'aura pas prévu des infrastructures pour nourrir toute la population parce qu'on dépend toujours de l'extérieur. Okay. Donc, commençons maintenant pour éviter des situations d'urgence. Merci bien. Je reviens à vous, Monsieur Gaye. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes senti interpellé par le fait qu'il faut fabriquer du pain local? Vous êtes allé jusqu'aux États-Unis pour maîtriser les techniques. Ça veut dire que vous vous êtes senti interpellé? Non, vous savez, au Sénégal, hein, il faut rappeler l'historique. Parce que vous auriez pu faire comme n'importe quel boulanger, faire votre pain et puis la vie continue. Non, moi je suis né dans la boulangerie. Hein. Depuis 30 ans, je suis là, hein, dans la boulangerie. C'est un amour. Hein. Donc on a tout fait pour développer la boulangerie. Et la recherche nous a permis de dire qu'aujourd'hui, incorporer notre céréale est important. Et que c'est dans ce sens que, par exemple, il y avait un programme du WAP, de la Banque mondiale, pour le WAP. Et j'ai même été en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, tout ça, pour faire ce plaidoyer, pour qu'on puisse dire aux boulangers, ça c'est depuis 2011-2015, hein, donc avec le programme du WAP, on a eu à faire un programme où aujourd'hui au Sénégal, on a appuyé 200 boulangers pour les demander vraiment d'incorporer des céréales locales dans le pain. C'est dans ce sens que, et je me suis dit qu'il faut une recherche, parce que on était à 15% d'incorporation seulement, et nous avons dit que 15% c'est très peu. Et il y a eu tellement de contraintes et qu'aussi, bon, au cours des voyages, j'ai eu effectivement à rencontrer un boulanger, un professeur que je connaissais. Et il m'a invité aux États-Unis dans sa boulangerie pour parler du mil, du maïs, comme ça, plutôt du mil. Donc j'ai tellement de techniques sur l'incorporation du mil, les graines, la farine, beaucoup de choses quand même. Alors, est-ce que vous êtes prêt à engager des actions de communication, comme M. Sen l'a dit, il n'est pas au courant. Justement, non. Et Mme Serres l'a également indiqué. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la communication à accentuer. Beaucoup de boulangers sénégalais, je pense qu'on a beaucoup communiqué au Sénégal de toute façon. Nous sommes allés plus loin. Je dis, Mme Serres a bien dit, par exemple, par rapport à nos goûters des enfants. C'est une très bonne initiative, par exemple. Mais pour cela que puisse perdurer, il faudrait quand même une nouvelle politique. Il faut que l'État ivoirien, par exemple, s'assure que cette industrie de biscuits à banane a une quantité suffisante pour qu'on puisse donner des décrets pour pouvoir bloquer les importations qui concernent les biscuits. C'est ce qu'on appelle une régulation. Et d'ailleurs, c'est la même chose au Sénégal par rapport au pain.
au moment où je vous parle, avec l'appui de l'USAID, on est en train de faire bientôt une communication pour un plaidoyer pour changer une réforme d'un décret qui datait de 1979 qui rendait obligatoire l'incorporation du mil dans le pain. Et aucun boulanger ici ne le respecte. Nous avons dit on ne peut pas forcer les gens, donc on change cette réforme en incorporant tous les autres céréales, le mil, le maïs, le fonio, et même des légumineuses comme le manioc, tout ça, et les patates douces. Donc, on est en train de travailler là-dessus et que, avec la recherche, bientôt, on pourra voir quel sera le taux d'incorporation pour chaque céréale. C'est ce travail de communication qu'on est en train de faire. Mais il faut comprendre que le consommateur va me dire que où je vais trouver ce pain. Mais moi aussi, boulanger, je me dis, si je fais ce pain, aujourd'hui, beaucoup de boulangers le font. Hein. Sur le pain blé, ça date depuis des années. Mais quand le boulanger le faisait, les gens n'achetaient pas. Et que aussi, faire ce type de pain... Il y a une rééducation à faire. Voilà, ce type de pain, une formation aussi à faire pour ne pas léser le consommateur, pour au moins conserver tous les apports nutritionnels. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dit que nous allons être des premiers et que tout ce qu'on doit faire, c'est de commencer par nos enfants. Parce que M. Émile, peut-être je ne veux pas le formater, à l'imposer, peut-être ce type de pain-là, mais je peux formater et imposer mes enfants à consommer nos pains à base céréales locale. Il a dit que sa famille aime bien le riz local. Oui, c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que c'est une politique. Parce que je disais tantôt que la transformation de nos produits, c'est le développement. Parce que quand je dis, on peut transformer le mil, le maïs et le mettre dans le pain, et même le fognon, est-ce que c'est la recherche qui m'a permis aujourd'hui de dire que je peux mettre 75% de fognon dans le pain? C'est la recherche qui m'a permis de mettre du pain uniquement avec sans gluten. Ça, c'est pour vous dire simplement. Maintenant, il faut quand même aujourd'hui, les consommateurs comprennent que c'est un travail d'ensemble qu'on doit faire ensemble pour aller vers l'essentiel. Mais aujourd'hui, c'est nos politiques, nos gouvernements, qui doivent accepter certaines réformes en appuyant les privés qui essayent de faire quelque chose. Mais dans nos pays africains, là, c'est la politique politicienne qui pose problème. Ça dit que c'est un effet de mode. Au Sénégal, il y avait même la journée du, je sais pas moi, le mois du consommé local. Est-ce que vous savez que le pain, c'est le deuxième poste de dépense des ménages au niveau des villes? C'est beaucoup, à part le riz. C'est beaucoup. Ça veut dire que c'est beaucoup. Et pourtant, on pouvait le remplacer avec nos céréales ici. Et c'est de l'argent qui s'en va. Voilà, ça s'en va. Merci. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, imaginons encore une fois, les importations, on fait en progressif. Je disais qu'en 2021, le Sénégal a importé 800 000 tonnes de blé. En 2030, on sera à 1 million de tonnes. Mais si tout de suite, on faisait une régulation pour bloquer, pour dire qu'on va aller progressivement en fonction de l'agriculture, en fonction des cultures. On peut bloquer au début 10 000 tonnes, 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, diminuer quoi. Surtout que l'État le remplacer a décidé de ne pas taxer. Voilà. Le blé, c'est 0% la douane hein, aujourd'hui. Ouais. C'est 0%. Donc, il importe 0%, il ne paye rien. La farine, 0% de TVA. Donc, je dis tantôt, il faut qu'on aille progressivement. Au moment où je vous parle, le prix de la farine de mil est plus cher que le prix de la farine de blé importée. Ça, c'est un. Je ne le trouve pas beaucoup. C'est pourquoi peut-être vous allez me dire que peut-être vous ne trouvez pas. Donc, le coût, la disponibilité du produit pose problème. Le coût est très élevé. Mais on comprend le coût est très élevé parce que tous les paysans ont déserté mais la culture du mil ou du maïs et se rabat sur l'arachide, par exemple, au Sénégal. Mais c'est cette politique-là qu'on doit arrêter. Parce que je disais, en 1979, on a moins d'habitants, on avait des terres, mais parce que le consommateur, le paysan se dit, mais c'est pas rentable. C'est ce qui fait que le phénomène de l'exode rural. Donc, tous les cultivateurs aussi sont aussi à Dakar. Donc, ils ont laissé les terres. Parce qu'ils sont là, parce que être là-bas pendant des années, pendant un an, avoir que 300 000 francs, si je suis à Dakar, mais au bout d'un mois, je peux avoir 300 000 francs. Donc, il faut qu'on aille vers l'agriculture. Mais l'agriculture
pour les paysans, mais pas pour les hommes d'affaires qui font que par effet de mode, parce que le président a lancé ce slogan-là. C'est ce que nous n'accepterons pas. C'est pourquoi nous, en tant que privé, nous allons faire ce que nous allons faire. Nous allons proposer des réformes. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons mis sur la table pour proposer une réforme de nouveaux décrets pour dire l'incorporation des céréales locales dans la planification doit être une obligation. Et cela, nous prenons le temps. Ça dépasse 15%. Oui, 15% pour chaque produit qu'on va identifier. Et que maintenant, ce décret va nous permettre de dire que est-ce que ce sera dans 6 mois l'obligation, dans 1 an, dans 2 ans, ce sera en fonction du développement de l'agriculture paysanne. Donc, il faudrait aussi, donc pour cela, il faudrait quand même une nouvelle politique agricole combinée avec une chaîne de valeur. Il faut les producteurs, les transformateurs de nos céréales locales et les boulangers soient constitués une chaîne de valeur soudée et qu'on met des contractualisations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des contrats entre le transformateur et le producteur, des contrats entre le transformateur et le boulanger pour assurer les prix durant toute l'année, qui permettra au boulanger de proposer un prix stable durant toute l'année, parce que nos pains aujourd'hui, le prix du pain au Sénégal est homologué. Le boulanger ne fixe pas le prix. Donc le plus-value qu'on allait chercher, c'est au niveau de nos céréales locales. Et que pour vous autres informations, une baguette de 200 grammes, par exemple, aujourd'hui au Sénégal coûte 175 francs. Tu veux faire la même baguette, mais en termes beaucoup plus courts, au même poids, et ça va coûter 150 francs. Mais les Sénégalais, qu'est-ce qu'on veut? C'est pourquoi d'ailleurs, pour votre information... J'ai envie de balancer la question à M. Sen. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que je dis. Mais d'ailleurs, nous, de toute façon, nous n'allons pas rester les bras croisés. Ouais. Nous sommes en phase des initiatives. Et d'ailleurs, nous allons bientôt, d'ici le 21 juillet, nous allons organiser pour l'Afrique de l'Ouest. On va y arriver. Okay. Laissez-nous le temps de dire que c'est vrai que vous découvrez le pain de M. Gaye maintenant, mais ce pain-là, il a déjà fait son chemin et il est même connu. Et on vous propose à vous, chers téléspectateurs, de le découvrir ou de le redécouvrir. Il faut comprendre que la sécurité alimentaire du consommateur est très importante. Et la boulangerie peut être un vecteur pour assurer une sécurité alimentaire des Sénégalais pour une nourriture saine. Le pain est un aliment énergétique. Dans la boulangerie sénégalaise, nous avons fait de nouvelles introductions de nos céréales locales dans la planification. Vous pouvez avoir le pain niébé, qui regroupe beaucoup plus de protéines. Le pain fognon, qui est important surtout pour les diabétiques. Le pain nebedlaï, le moringa. Autant de produits que vous voyez ici qui peuvent permettre aux Sénégalais une nourriture saine et de qualité. Avec la création de nouvelles industries de transformation de nos céréales qui va créer des emplois et un link avec les boulangers, non seulement pourra permettre de mieux communiquer sur une meilleure sécurité alimentaire de la population et aussi pour assurer notre santé. Je pense que ce forum est une occasion pour démontrer tout cela. Ces pains à base céréales locales ont un aspect organoleptique très important. C'est pourquoi nous poussons les Sénégalais à essayer, et surtout les boulangers à y faire. Mais aujourd'hui, il y a un obstacle, la disponibilité en farine de qualité. C'est important de créer de nouvelles industries de transformation de nos céréales locales. Vous créez des emplois, mais vous donnez aussi la possibilité aux boulangers d'acheter la farine de mil, de maïs, de tchéré, de niébé, de moringa, pour permettre à ces boulangers de pouvoir satisfaire la population. Il faut que les Sénégalais aujourd'hui changent d'habitude alimentaire pour non seulement permettre notre balance commerciale à mieux fonctionner, créer des emplois, mais surtout assurer notre santé qui est importante. Consommons nos produits locaux, nous allons appuyer l'économie du Sénégal. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Amadou Gaye. En tout cas, c'est un slogan que vous avez lancé. Réaction de Jennifer Serres à partir d'Abidjan. Ben, c'est félicitations et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Voilà, c'est un modèle à copier, je pense, pour nous, Ivoiriens, mais
Il y a également des boulangers dans le domaine de la farine de manioc ici. Donc, ce serait bien qu'on se mette ensemble pour apprendre les uns des autres. C'est l'Afrique qui gagne. D'accord. Alors, vous êtes prête à entrer en contact avec Monsieur Gaye pour travailler ensemble? Voilà, vous avez parlé de collaboration et lui, il a un projet, tout à l'heure on va en parler, projet de rassembler un certain nombre d'acteurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Très bien, avec grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. Ok, cette émission aura servi au moins à ça. Monsieur Sen, voilà, je crois que vous avez une bonne partie des préoccupations dans vos mains. Comment réagissent d'abord les populations? C'est pas toujours évident quand vous interpellez les consommateurs, quand vous leur demandez de se mettre avec vous. C'est pas toujours évident, surtout que vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas subventionné. Voilà, c'est tout à fait le problème. La difficulté fondamentale, c'est ça. Il faut que nous, consuméristes, nous soyons informés. Vous avez quand même une vingtaine d'associations au Sénégal. En plus, on a un émiettement du mouvement consumériste. Mais la question, c'est que de toute façon, si tout le monde rame dans la même direction, ça ne fera que du bien. Si tout le monde est convaincu... Comment faire que tout le monde... Voilà, et comment ça, pour le faire, il faut un link. Aujourd'hui, j'ai pris des informations sur place. Mais je pense que les pouvoirs publics doivent... Vous resterez en contact avec M. Gaye? Bien sûr, on a des coordonnées, on a l'UNCF. C'est sûr, hein? C'est sûr, bien sûr. Mais la question, c'est que à lui seul et à nous seuls, nous ne pouvons pas organiser une bonne promotion. Là, vous pouvez déclencher déjà. On peut déclencher, mais il faudra aussi que l'État oui. Mette la main à la pâte. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Je me rappelle que l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, avait dit que lui, au petit déjeuner, il prenait des céréales, du fondé. Voilà un exemple. Et pourtant, au plan de la longévité, nous touchons du bois, il est encore là. La question est que si ce programme du consommé local est porté par les plus hautes autorités, derrière, les consuméristes peuvent servir de relais. D'accord. Je verrais bien un conseil de cabinet hebdomadaire où on sert un petit déjeuner sur la base de pains locaux. La boulangerie est là, les consomméristes sont là pour présenter au président, voilà un pain. OK. Voilà une céréale. OK. C'est vrai, il y a les autorités, mais les autorités, les consommateurs, les citoyens. Les citoyens s'impliquent. Parce qu'à partir du moment où le citoyen sait que le produit est bon, il est accessible, il l'achète. OK. Monsieur Gaye, l'émission s'achève. Vous aviez commencé à en parler. Dans tout ce qui a été dit, on a dit que l'union fait la force. Il est question de rassembler pratiquement tous les acteurs du secteur concernant l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, nous avons l'honneur aujourd'hui avec quand même les boulangers de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Nous avons pris l'initiative ensemble de créer ce qu'on appelle une confédération ouest-africaine de la boulangerie. Et nous avons l'adhésion de tous les autres pays qui sont là au Sénégal du 19 au 24 juillet pour poser les premiers jalons d'une confédération qui nous permettra de faire beaucoup d'échanges, ne serait-ce que pour partager les expériences, harmoniser notre texte de l'IMOA. Parce qu'il faut comprendre, effectivement, la Côte d'Ivoire regroupe beaucoup de ressources que nous aimons. Par exemple, moi, j'aurais bien aimé faire des échanges avec la Côte d'Ivoire sur les farines de bananes, farine de manioc. Ouais. Hein, cet échange-là doit se faire, mais il faudrait quand même nos politiques ne puissent pas nous greffer des taxes supplémentaires pour que ce que j'achète en Côte d'Ivoire, que je puisse uniquement mettre le transport. Je peux acheter ma farine de bananes en Côte d'Ivoire, mais que je paye uniquement le transport pour l'amener à Dakar pour faire du pain. Donc, c'est cette politique-là, c'est ce travail-là qu'on veut faire une synergie ensemble avec tous les boulangers d'Afrique de l'Ouest et chaque pays aura sa céréale positionnée. Par exemple, je donne l'exemple, le Mali peut dire que moi je vais mettre en avant le fognon, la Côte d'Ivoire veut dire en avant le maïs et le manioc, la banane, le Bénin, la même chose. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'on veut faire, harmoniser nos actions, parce que la thématique qui sera là, la thématique sera
en fait, la souveraineté alimentaire ouais. de l'Afrique de l'Ouest face à la crise. Quelles sont les alternatives? Les alternatives, je pense que tout le monde le sait, c'est comment faire en sorte que nos politiques nous aident pour que nous faisons faire beaucoup d'échanges commerciaux entre les boulangers des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce combat-là que nous menons, et c'est très heureux, peut-être, je pourrais, par exemple, avoir Mme Serres, tout ça, être dans ce programme-là qui pourra nous aider, de nous appuyer par rapport à la communication, surtout en Côte d'Ivoire. Nous sentons que la communication reste, sous les boulangers, reste beaucoup en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je pense qu'ils m'ont même invité avant notre assemblée, d'ici le 4 juillet, je vais aller en Côte d'Ivoire pour, effectivement, pour discuter cette modalité et même parler dans la presse pour ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir cette synergie, peut-être avec Mme Serres. Peut-être qu'on pourra ensemble construire l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup, Monsieur Amadou Gaye. Vous êtes le président de la Fédération des boulangers du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Émile Sène. Vous êtes membre de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. On va laisser le dernier mot à Jennifer Serres. Certainement que vous allez rencontrer dans quelques jours Monsieur Amadou Gaye à Abidjan. Quelles sont vos dernières recommandations par rapport à cette difficulté, des fois qui n'a pas raison d'être, mais bon, qui continue de sévir dans nos différents pays? Merci beaucoup, M. Abouké, pour ce beau message. Je voudrais dire à M. Amadou Gaye que je serai très ravie quand il sera en Côte d'Ivoire de le recevoir, même qu'il passe à une de nos émissions Braves Paysans et puis, pourquoi pas, les mises en relation avec nos acteurs sur place. Et pour le reste, je voudrais ajouter cette phrase pour dire « Fiers Africains, chaussons nos bottes pour éviter les conséquences de la guerre en Ukraine. » Donc, ça beaucoup de choses. C'est vrai, on est dans les bureaux, on fait beaucoup de choses, mais le terrain nous enseigne, le terrain nous permet d'avoir une bonne approche, une bonne visibilité pour résoudre les problèmes de nos braves paysans au niveau africain. Merci beaucoup. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Je voudrais rappeler que des problèmes ont été évoqués pendant cette émission, des problèmes notamment politiques. Il faut que nos politiques arrivent à prendre un certain nombre de décisions. Il faut que l'on informe les populations. Il faut maintenant des structures de marketing autour de nos productions agricoles. Il faut la recherche scientifique, Monsieur Gaye l'a montré tout à l'heure. Il faut de l'éducation, des politiques véritablement dans le sens du développement de l'agriculture, de la transformation, en tout cas autant de choses qui nous permettront d'atteindre cette autosuffisance alimentaire qui est à notre portée. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Merci beaucoup à vous qui avez pris part à cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune du Mardi. Au revoir. Au revoir.